Bienvenue à tous dans Économie le Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, un symbole de poids. 4 restaurants McDonald's ont été fermés à Moscou la semaine dernière. Qui mieux que l'enseigne américaine pouvait cristalliser les fortes tensions entre la Russie et l'Occident? Sanctions et embargo, est-ce le début d'une longue série? Les détails dans quelques minutes. Et puis nous parlerons aussi de la mondialisation et de son avenir, un siècle après l'apparition du canal de Panama qui a révolutionné le commerce mondial. Quel est l'avenir du concept? Comment expliquer les échecs de la mondialisation? Un expert nous en parlera, le professeur Franck Khalifa. Voilà pour les titres et merci d'être avec nous. On commence par l'actu économique en images avec d'abord l'avenir de l'Eurogroupe. Qui prendra la tête de cet organe crucial qui coordonne la politique économique dans la zone euro? Angela Merkel a choisi, elle soutient la candidature du ministre espagnol de l'économie, Luis de Guindos, un apôtre de la rigueur puisqu'il a lui-même administré une cure d'austérité sans précédent à son pays. C'était juste après le plan de sauvetage européen, 40 milliards d'euros en 2012, de quoi rassurer la chancelière allemande en visite hier à Saint-Jacques-de-Compostelle. En ce qui concerne le futur chef de l'Eurogroupe, nous soutiendrons la candidature de M. Guindos. Je suis d'accord avec Mariano Rajoy, il a été un excellent économiste dans les moments difficiles. Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, travaille en étroite collaboration avec lui et ensemble ils ont résolu de nombreux problèmes comme l'union bancaire. Voilà, réunion samedi à Bruxelles pour les dirigeants de la zone euro pour désigner donc entre autres le président de l'Eurogroupe. Et toujours à l'occasion de son passage en Espagne, Angela Merkel est revenue sur le ralentissement de la croissance en Allemagne, moins 0,2% au deuxième trimestre, une contraction du PIB dans laquelle la chancelière veut voir les effets de la crise avec la Russie. Il y a bien sûr quelques incertitudes. Je vous ne cache pas que la situation entre l'Ukraine et la Russie montre que nous avons tout intérêt à ce que nos relations internationales redeviennent constructives. Mais je m'attends tout de même, sauf drame, à ce que notre croissance annuelle soit bonne. Nous savons d'où vient la croissance en Allemagne, de nos exportations. Mais actuellement, elle vient presque uniquement d'une forte demande intérieure. Voilà, optimisme malgré tout. Et puis autre précision à propos de l'Europe et de l'Ukraine, Günther Oettinger, le commissaire européen à l'énergie, propose un approvisionnement en gaz de l'Ukraine par les pays européens en cas d'urgence. Urgence si la Russie stoppe ses livraisons vers Kiev. Le commissaire qui précise toutefois ne pas croire que Vladimir Poutine puisse utiliser l'énergie comme instrument politique. À vérifier. Alors l'avenir de l'Europe, il passe aussi par l'Asie, visite sans doute décisive hier au Vietnam pour José Manuel Barroso, le président sortant de la Commission européenne. À Hanoï, il s'est entretenu avec le Premier ministre Nguyen Thanh Dung sur un accord de libre-échange Europe-Vietnam. Les négociations sont en cours depuis 2 ans, mais cette fois, elles pourraient être finalisées avant la fin de l'année. 34 milliards de dollars, c'est le total du commerce bilatéral pour 2013, en hausse de 16% sur un an, et on s'attend à encore mieux pour cette année. Cet accord de libre-échange offrira d'importantes opportunités et aidera à la croissance et à l'emploi au Vietnam et en Europe. Cela profitera à nos entreprises et à nos citoyens dans un processus de réforme et de modernisation du Vietnam. Il y a eu de gros progrès dans les négociations qui me rendent très optimiste. Et autre continent avec toujours cette problématique de l'intégration économique. C'est à Los Angeles que Jerry Brown, le gouverneur de Californie, a reçu hier, vous le voyez, le président mexicain Enrique Peña Nieto. Il était question d'étendre la relation économique entre les deux parties, les deux voisins. En arrière-plan, la réforme de l'immigration aux États-Unis, une meilleure circulation des personnes est souhaitée des deux côtés. Si vous êtes en voiture ou en camion, il faut 2 ou 3 heures pour passer la frontière. Nous avons un projet qui permettra de passer de Tijuana, du Mexique, en 20 minutes. Voilà ce que je veux faire. Le commerce et les échanges entre Mexicains et Californiens sont importants et peuvent favoriser le développement des deux côtés de la frontière. Et puis un peu plus au sud, le Chili fait face à un sérieux ralentissement de sa croissance. Elle est attendue entre 2 et 2,5% cette année, contre 4,1% en 2013. En cause notamment l'inflation et la chute de la consommation. Le peso chilien est à son plus bas en 5 ans face au dollar. Les exportations sont en berne, tout comme la confiance des investisseurs. La Banque centrale s'attend à plusieurs mois difficiles. Elle a déjà abaissé son taux directeur pour stimuler une relance.
L'arrêt de la croissance affecte tous les Chiliens. Le chômage induit que les gens ont moins de pouvoir d'achat. Les commerçants vendent moins car les gens ne dépensent pas comme ils le veulent. Et cela affecte énormément l'économie. Le Chili était un pays qui se développait très vite et ce ralentissement est mauvais, je pense. Il fallait donc s'y attendre. 4 restaurants McDonald's ont été fermés la semaine dernière à Moscou. Officiellement, leur activité est suspendue pour violation des normes sanitaires. Mais qui y croit vraiment? Depuis plusieurs semaines et le bras de fer entre la Russie et les grandes puissances occidentales, les embargos alimentaires russes répondent aux sanctions économiques de Bruxelles et Washington. Et cette fois, c'est un emblème américain qui en fait les frais. Daniel Roth, Éric Berdugo. Sanctions contre embargo, c'est la partition jouée par les pays occidentaux d'un côté et les autorités russes de l'autre. Alors que les violences quotidiennes continuent de faire des ravages en Ukraine, Moscou interdit sur son territoire les exportations de la plupart des produits occidentaux. Bien que le pays affronte une situation économique inédite, 4 restaurants McDonald's de Moscou ont été fermés pour ce qui semble être une affaire à caractère politique. Ils ont fermé les McDo, mais les autres restaurants et fast-food restent ouverts, donc tout le monde s'en fout. La vie continue. Comme n'importe qui d'autre, je ne souhaite pas que l'économie soit affectée. Mais les dernières sanctions vont dans ce sens pour la Russie, comme pour les autres pays concernés. C'est notre seule façon de répondre. Sachant que les menus des McDo russes reposent sur des produits locaux, cette décision est surprenante à bien des égards. Le pays est un très gros marché pour la première firme de fast-food au monde. L'an dernier, sur les 438 restaurants, 1,7 milliard de dollars ont été générés. Officiellement, les restaurants concernés auraient enfreint aux règles sanitaires, mais la Russie a déjà utilisé ce prétexte pour interdire des produits alimentaires par le passé. Pour rappel, le pays avait mis un terme aux importations de vin géorgien juste avant de mener une guerre contre eux en 2008. Je pense que c'est une action juste de la part du gouvernement. Nos entreprises sont fermées aux étrangers en Europe, donc pourquoi ne pas faire pareil ici? McDonald's est la plus grande chaîne de restaurants à travers le monde et emploie plus de 35 000 travailleurs en Russie. Et précision tout de même, les autorités russes n'envisagent pas pour l'heure la fermeture totale des quelques 440 restaurants McDonald's en Russie. La Russie qui rapporte d'ailleurs environ 350 millions de dollars par an en résultat d'exploitation pour McDonald's. Et on va parler maintenant de mondialisation. Le professeur Franck Khalifa nous a rendu visite la semaine dernière. Regardez. Et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Franck Khalifa. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour David. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur certifié hors classe d'économie et gestion et vous venez de publier cet ouvrage, Difficile, laïcité, sources et enjeux, paru chez l'Harmattan, un ouvrage assez conséquent, quasiment 500 pages. Un mot sur ce livre d'abord ? Oui, c'est un livre de droit public, essentiellement sur le concept de laïcité, expliquer ce que c'est que la laïcité au niveau national, au niveau de la France, mais aussi comment ce concept a évolué au travers de l'Europe, au travers d'une différentes prismes, le prisme philologique, le prisme historique, le prisme métahistorique, et enfin pour arriver jusqu'au prisme juridique avec la fameuse loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Alors on va parler surtout d'économie aujourd'hui, on va parler de la mondialisation avec le canal de Panama qui fête ces jours-ci ses 100 ans. Il a bouleversé, on le sait, les rapports économiques au niveau de la planétaire. Comment vous définiriez d'abord la mondialisation ? La mondialisation, c'est un concept extrêmement vaste. Dans les années 80, il y a eu la constitution d'un vaste marché international de biens et services, mais ce concept a été vite dépassé par ce qu'on appelle la globalisation financière, c'est-à-dire la constitution d'un marché financier mondial, intégré, dont le but était effectivement de permettre une allocation optimale des ressources, et notamment des ressources financières. Plus ou moins égalitaire. Plus ou moins égalitaire. Malheureusement, on sait très bien que ça va se déboucher sur un certain nombre de crises. Alors justement, quand on regarde l'évolution de la mondialisation aujourd'hui, on voit que c'est le marché des capitaux, vous l'avez dit, qui a pris une importance assez considérable. On est passé rapidement d'une économie réelle, de biens, de marchandises, vers une économie virtuelle, on peut dire, financière, avec son cortège de bulles, de déficits, de dettes aussi. Comment vous l'expliquez, cette évolution ? Alors, plus encore, on va dire. On va dire que justement, sous l'effet de plusieurs variables, la déréglementation des marchés financiers, la désintermédiation bancaire, le décloisonnement des différents
différents marchés monétaires et financiers, la titrisation de l'économie. Tout cela a conduit justement à la constitution d'un marché instable avec son lot, effectivement, son cortège de problèmes liés justement. C'est une dérive qui était prévisible? C'était pas une dérive prévisible parce qu'il y a toujours les défenseurs des vertus autorégulatrices de l'école néoclassique, etc. Mais on s'est vite aperçu qu'il y avait des crises qui allaient poindre à l'horizon. Et heureusement qu'aujourd'hui, on est derrière la crise des subprimes, on est derrière la crise des dettes souveraines, mais que de dégâts. Alors justement, en parlant des crises, est-ce que vous pensez que la mondialisation, en tout cas dans sa forme, dans son modèle actuel, ce modèle-là, est-ce qu'il est en péril d'après vous aujourd'hui? Peut-être nous assistons à la fin de la mondialisation pour les raisons que, outre la transmission par le canal du commerce international, d'ailleurs je tiens à signaler que les échanges internationaux étaient très importants avant la Première Guerre mondiale. Mais outre cela, il y a peut-être aussi, au travers de la montée des nationalismes en Europe, ici et là, de par le monde, on peut peut-être assister à la fin de la mondialisation et des économies qui un petit peu se referment sur elles-mêmes, ce qui est dangereux. Et ça, c'est la volonté des peuples qui explique cette tendance, d'après vous? Il y a peut-être une volonté des peuples, il y a certainement une volonté politique. On voit les dangers qui pointent, notamment en Europe. Il y a quelques pays qui sont carrément même dans le révisionnisme, où des partisans, par exemple, en Lettonie ou en Lituanie, des partisans aujourd'hui sont carrément taxés de fascistes. Donc il y a une révision qui fait que en France, le nationalisme, je n'apprends rien, c'est là où il y a la montée du Front National, mais effectivement, il y a une petite perte de cet idéal de la mondialisation parmi les peuples. Il est possible qu'il y ait une prise de confiance qui n'est plus au rendez-vous. Alors la suite de la mondialisation, comment vous la percevez? Vous la voyez aujourd'hui? Toujours plus de marche en avant ou bien un petit peu de marche arrière, justement aussi en raison de la volonté de certains peuples? Moi, je pense que, très rapidement, je pense qu'il y a eu le danger qui pointe, c'est la raréfaction du crédit, du financement. Vous savez que tous les agents économiques, ou le secteur institutionnel, comme on dit dans un langage plus moderne, eh bien, repose sur ce financement. Donc, il y a ce qu'on appelle ce phénomène de crédit crunch, qui fait qu'aujourd'hui, les financements, il faut aller les chercher. Et là, il y a danger, effectivement, que cette crise, eh bien, provoque un ralentissement mondial de l'économie. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Franck Khalifa, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, c'est un grand honneur. Voilà pour cet entretien réalisé jeudi dernier et tout de suite le Media Watch. L'économie israélienne à la une de cette revue de presse avec ce constat: croissance, investissement et exportation sont en baisse. Johanna Citrud, bonjour. Bonjour David. Alors des explications multiples à cette situation. Effectivement, au deuxième trimestre, la croissance économique israélienne était de 1,7% contre 2,8% au premier trimestre et 3,3% en 2013. Et la raison de ce ralentissement, ce n'est pas, comme on pourrait le croire, le conflit avec le Hamas. C'est en tout cas ce qu'avance le quotidien israélien Haaretz. Pour lui, c'est une liste de plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de leadership économique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre des Finances Yair Lapid ne viennent pas du même parti, ils viennent de partis complètement différents. Donc pour construire des politiques économiques et se mettre d'accord, c'est assez compliqué. Et par ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale, Karnit Flug, a pris ses fonctions il y a encore peu de temps. Donc pour l'instant, il n'est pas très actif, il est plus observateur que vrai acteur. Et ça change de Stanley Fischer qui l'a précédé et qui est aujourd'hui vice-président d'ailleurs de la Fed aux États-Unis. Oui, de la Fed maintenant, et il était en plus avant au FMI. Alors deuxième facteur, c'est que selon la population israélienne, le ministre des Finances, donc Yair Lapid, manque d'expérience. Il fait beaucoup de promesses, mais qu'il ne tient pas souvent. Troisième facteur, il faut prendre en compte le ralentissement du commerce mondial. Quatrième, le secteur de la high-tech qui est si important en Israël et surtout à Tel Aviv est en train de s'affaiblir dans l'industrie des technologies et de l'information. Le taux de croissance, mais aussi le nombre de travailleurs a diminué. Et cinquième facteur, il n'y a pas de vrai moteur pour la croissance. Et pourtant, maintenant, il y a quand même le gaz offshore, avec les gisements qui ont été trouvés il y a quelques années. Alors oui, effectivement, ça aurait pu être le gaz naturel, d'autant plus avec le champ gazier qui a été découvert, le champ du Léviathan en 2009. Mais le gouvernement n'est pas allé dans cette direction. Sixième facteur, l'atmosphère n'est pas vraiment propice aux affaires, puisque il y a beaucoup
beaucoup d'inégalités et la vie coûte très cher. Par exemple, en 2013, plus de 3/4 des produits alimentaires qui sont vendus dans les supermarchés israéliens ont vu leur prix augmenter de 6% par rapport à 2012. Et septième et dernier facteur, l'économie n'est pas vraiment à l'ordre du jour, et ce depuis 2 mois. À cause du conflit, le gouvernement se focalise plutôt sur l'aspect sécuritaire. Donc même si l'opération Bordure protectrice n'est pas la vraie cause du ralentissement économique, en tout cas, elle y participe et elle n'arrange rien. Alors Johanna, on continue avec WhatsApp, l'application de messagerie instantanée qui a annoncé hier avoir franchi la barre des 600 millions d'utilisateurs actifs. Important de le préciser. Oui, mi-avril déjà, WhatsApp revendiquait 500 millions d'utilisateurs actifs par mois, donc un demi-milliard. Mais lundi, Yann Koum, qui est le créateur et le patron de l'application de messagerie instantanée, a annoncé en avoir plus de 600 millions. Ça représente environ 10% de la population, et c'est d'autant plus impressionnant, donc comme vous l'avez dit, qu'on parle d'utilisateurs actifs, donc pas simplement des personnes qui téléchargent l'application, mais ceux qui la téléchargent et qui s'en servent régulièrement. On note une progression assez impressionnante dans certains pays, au Brésil, en Inde, en Russie, mais aussi au Mexique. Donc WhatsApp n'a pas vraiment de soucis à se faire quant à l'évolution de son plus gros concurrent, le chinois WeChat, qui lui comptabilise 438 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Pour l'instant, progression en cours aussi pour ce concurrent chinois. Merci Johanna, et à très bientôt pour une nouvelle revue de presse. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Au programme notamment les difficiles relations Maroc-Algérie, et puis retour aussi sur les racines de la crise politique en France. Elles sont économiques. Et d'ici là, l'info continue. Restez avec nous.